C'est parti, mesdames et messieurs. Salutations à tous. On a le 7e épisode maintenant dans le podcast Les Après-Matchs. Le podcast, la saison 1 va très bien. Des excellents invités qu'on a. Encore aujourd'hui, on en a un très, très intéressant qui est gardien d'urgence pour le Canadien de Montréal. Je crois, si je ne me trompe pas, il a été gardien d'urgence pour les Panthers de la Floride. Des invités au cours à venir encore. Fait que pour aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Patrick Chevofis. Salut Pat. Salut, salut, comment ça va? Puis oui, Ça va j'ai bien déjà toi? été le gardien de but d'urgence pour les Panthers de la Floride. Ok, ben c'est cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me Ça fait fait vraiment plaisir. plaisir de te recevoir. Ah oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Nice. Ben là, tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, au fond, moi, je suis Patrick Chorofis. Je suis le gardien de but d'urgence du Canadien de Montréal. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis policier au SPVM. Et au fond, je suis le gardien de but d'urgence pour mon propre temps en tant que tel. Donc, je suis appelé à être un gardien de but avec mon équipement prêt à rentrer dans la partie, à toutes les parties de la Ligue nationale, dans le centre belle, s'il y a des blessures aux deux gardiens pour être sûr que le match va terminer. OK. J'ai ma première question. D'où vient ton amour pour le hockey? Ah, c'est vraiment quelque chose qui revient de vraiment, vraiment loin parce que de plus loin que je peux me rappeler, mon père était gardien de but lui-même, puis ça y arrivait Mhm, d'écouter le hockey. Donc, j'ai juste des souvenirs que j'écoutais le hockey quand que j'étais jeune. Euh, je suis né en 1986, donc j'ai quand même certains souvenirs de 93, mhm. d'avoir vu une Coupe Stanley. Donc, Ouais. j'ai grandi dans les beaux moments de Patrick Roy dans ces temps-là. Fait que quand t'es un jeune, puis mon nom c'était Patrick, puis j'avais un gardien de but de la Ligue nationale qui s'appelait aussi Patrick, fait que c'était sûr que c'était pour être lui mon idole. Puis de là, j'ai commencé à juste imiter tout ce que Patrick Roy faisait pendant les parties en bas. Donc, des fois, je mettais l'équipement à mon père, puis j'écoutais la partie tout en faisant les arrêts en même temps que Patrick Roy par moi-même en bas. Puis à force de faire ça, mon père s'est dit, bon, ben, il va peut-être faire un goaler. Fait que j'ai fini par m'inscrire au hockey, puis ça a juste continué à se développer à partir de là. Mhm. Ton père, il était gardien, es-tu dans une ligue ou dans la Ligue nationale de hockey? Mon père était gardien dans une ligue, au fond, une ligue de garage, là, rendu à ce point-là. Mhm. OK. Je sais que mon père m'a déjà dit qu'il avait été à une ou deux journées d'un camp d'entraînement avec les Peace de Peterborough dans sa jeunesse, mais ça l'avait pas à donner à rien. Et sinon, ben, mon père, il y avait un partiel parce qu'il gardait les buts sans masque dans le temps. Donc, j'ai toujours eu droit à ces histoires et ces légendes de vieux gardiens de but qui se blessaient ou que OK. c'était juste normal et accepté de garder les buts sans masque dans ce temps-là. OK. Euh, un petit peu à la Jacques Plante, disons, d'un sens. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé ton envie d'être gardien? Euh, Moi, c'était vraiment de voir que j'avais, tu sais, ça peut être autant niaiseux que tu as le même prénom que Patrick Roy. Fait que moi, je me disais, je vais être exactement comme lui parce que c'était un peu mon idole. Tu sais. Je voulais exactement faire tout ce que lui faisait parce que j'avais comme un sentiment d'appartenance envers ce gars-là, autant niaiseux que ça peut paraître. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on regarde ça avec des yeux d'enfant puis on garde des souvenirs, là. Mais moi, ça a vraiment été toujours de être gardien de but pour pouvoir me rendre et être capable de faire ce que mon idole avait fait avant moi. Mhm. OK. Ben écoute, c'est good ça. C'est vraiment pas niaiseux du tout. Parce que, honnêtement, si je connais un ami, en ce moment, il fait plein de choses pour justement devenir comme son idole, Sidney Crosby. Fait que, Mhm. moi, je trouve pas ça niaiseux, c'est des rêves que tu veux avoir, que tu as, en tant que jeune garçon. Ouais. Tout ce que tu peux souhaiter, c'est que ça se réalise, honnêtement. Ben oui, rendu là, tu sais, j'ai pas eu les mêmes chances en Mhm. grandissant. Là. Moi, au fond, ma carrière, ça l'a juste vraiment été. J'étais dans le hockey mineur, dans le double lettre pas mal tout le temps. Puis par la suite, j'ai jamais fait le 3. J'étais pas assez grand dans ce temps-là.
il y avait sûrement d'autres raisons aussi ailleurs que ça que je suis pas capable Mhm. de reconnaître, mais ce que je suis capable de me souvenir dans ce temps-là, c'est que j'étais définitivement plus petit que les autres et plus maigre. Mhm. Parce qu'au fond, moi, plus jeune, avant que je puisse même penser à jouer au hockey, fallait que je contrôle mon asthme. Puis j'ai eu bien de la misère à prendre du poids quand j'étais jeune avec tout ça combiné. Fait que j'ai toujours été, je pense qu'à la fin de ma carrière, quand que pas mal tout le monde de mon âge était rendu environ à 6 pieds pour des peut-être à 16 ans, 180 livres, des affaires comme ça. Toi, quand tu fais encore 5 pieds 9 pour 160 livres tout mouillé, puis c'est à cause que tu as calé une bouteille d'eau avant d'embarquer sur la balance, tu sais, ça fait déjà moins impressionnant pour te faire remarquer aussi par après, peu importe c'est quoi ta vitesse. Puis, tu sais, c'est la réalité d'être gardien de but. Des fois, si tu es plus petit que les autres, euh, c'est sûr que tu as moins de chance, mais c'est à toi de trouver une façon de te démarquer. Puis je pense que réalistiquement, moi, j'ai pas dû être capable de me démarquer à ce point-là, que le monde Mhm. puisse faire fi de ma grandeur dans ce temps-là. Ah, OK. Euh, une autre question comme ça. Qu'est-ce qui, ben, pas question. Comment tout a commencé en tant que gardien d'urgence? Ça a vraiment sorti de nulle part parce que euh, à travers plusieurs choses, j'avais fini par garder les buts pour la- la Ligue nationale un peu pendant le lockout en 2014. Donc, c'était moi qui étais sur la glace parfois quand d'autres gardiens de but ne pouvaient pas se présenter. Donc, je remplaçais et je faisais les pratiques de la Ligue nationale pendant ce temps-là. C'était vraiment le fun d'avoir des titres de la Ligue nationale. Là, tu sais, des Colby Mhm. Armstrong, Brian Giunta, Maxime Lapierre, Chris Letang. Puis aussi, des fois, tu étais sur la glace avec Carey Price, Marc-André Fleury, Corey Crawford. Mhm. C'est tous des gars que j'ai partagés aussi en même temps, puis d'autres là, que j'oublie en tant que tel, là, mais plein de super bons talents qui étaient capables de te comparer, puis de juste pouvoir compétitionner. Puis là, à travers de ça, ça m'avait fait donner d'autres regards. Fait que j'avais été capable d'aller commencer à remplacer pour l'Université Concordia parfois pour des pratiques. Puis à m'amener les contrats de la Ligue nationale, c'était généralement donné aux universités. Puis un soir, tout à coup, il était rendu peut-être 6h30, j'étais sur le sofa chez nous. Puis j'ai le téléphone qui a sonné. C'était mon contact de Concordia qui me disait Pat, on n'a vraiment personne pour le gardien d'urgence. Puis c'était un peu dernière minute, mais es-tu capable de te rendre au Centre Bell pour la game? Je me demandais à quelle heure la game. Ils m'ont dit à 7 heures. Je suis comme, ben, je vais peut-être être en retard, mais je peux me rendre. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on parle de 2022 Mhm. environ. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être le gardien de but d'urgence. Puis ils m'ont mis sur la rotation parce qu'ils ont vu que j'étais capable de faire le travail un peu. Là. OK. Tu as dit que avant, avant que tu sois un gardien d'urgence temps plein, disons, on peut dire, tu faisais les pratiques de l'année tu faisais une couple de games. Est-ce que tu faisais pour la même équipe ou des fois ça changeait? Non, mais c'était pas une couple de games, c'était vraiment juste les pratiques avec Ah, OK. les gars. Non, non, il n'y a pas eu de game. Là. S'il y avait des games, c'est des scrimmages à la fin des pratiques, OK. là, des parties simulées. Puis encore là, je suis quand même assez conscient de la réalité que ces gars-là, ils étaient en maintien de forme au cas où que la Ligue nationale, parce que c'était une grève, fait que peut-être qu'ils ne poussaient pas à leur maximum. Je sais que j'ai déjà été capable de faire quand même des bonnes performances avec eux, même de compétitionner dans des concours d'échappée contre justement des fois euh, un des gardiens de but que j'ai nommé, là, je ne vais pas le mettre sur le spot, là, mais c'est faire une game compétitive contre un gars de la Ligue nationale là, dans des échappées, c'est quand même quelque chose que j'étais fier de pouvoir mettre ma casquette dessus. Il a gagné pareil là, à la fin de la journée, là, mais c'était vraiment le fun de pouvoir faire un moment de compétition comme ça. Là. OK. Euh, pour ma prochaine question, est-ce que Patrick Roy était ton idole dans le national de hockey? Totalement. Totalement. Puis j'ai toujours été prête à. Mhm. Puis je vais toujours prétendre que pour moi, Patrick Roy était le meilleur gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale, mais c'est principalement parce que j'ai grandi dans ce moment-là. Puis vu que c'est mon idole, j'ai de la misère à voir autre personne qui pourrait être meilleur que Patrick Roy. Est-ce que tu es un fan du Canadien depuis tout jeune? Totalement. Justement à cause que mon gardien de but préféré était avec le Canadien. J'avais même ma Mhm. chambre peinturée aux couleurs du Canadien de Montréal. Donc, c'était vraiment la seule équipe à qui je me suis attaché dans ma jeunesse. Là.
Petit fun fact, mon ancienne chambre avait la même couleur. Bleu, blanc, rouge. Ouais, exact. Écoute, je vais te poser une question qui va être déchirante, mais on va y aller, on va y passer dedans. Comment tu t'es senti après avoir vu l'échange de Patrick Roy au Colorado? C'était une immense crise. J'avais des posters dans ma chambre, je les ai presque tous déchirés. Tu sais, vraiment jeune, là, c'était vraiment une grosse crise. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas comprendre que je pouvais quand même être fan de Patrick Roy sans qu'il soit le gardien de but du Mhm, Canadien de Montréal, puis ça changeait rien dans la vie, au fond. Mais quand tu es jeune, c'est mhm. difficile de comprendre ces concepts-là un peu. Fait que c'était vraiment une des plus grosses crises parce que j'ai encore des souvenirs de tout ce que j'ai fait. Je pourrais retourner dans ma chambre puis presque vous pointer où est-ce que j'ai été de A à B jusqu'à temps que mes parents sont venus m'aider à ce point-là. Là. OK. Pour ma prochaine question, c'est un peu la même chose, mais toi, comment tu as réagi lors de la transaction de Carey Price? Tu veux dire quoi, quand ils ont échangé son contrat? Ouais, ouais, Ben, écoute, on peut dire ouais. rendu là, tu comprends qu'il y a dans plusieurs situations, il y a une partie du hockey qui est quand même une business en tant que telle. Puis, quand c'est des histoires de contrats comme ça, quelqu'un qui a déjà pris sa retraite, puis en même temps, si par miracle, Carey Price prend du bien, puis il décide de retourner sur la glace, ça sera bien pour les Sharks rendus là. Mais Mhm, ça, c'est des décisions des fois que c'est rendu à de la business que encore là, c'est un concept que je comprenais pas quand j'étais jeune, mais en tant qu'adulte, je comprends très bien la nature de la Ligue nationale des fois. Puis c'est sans méchanceté, c'est juste mhm. des choses qu'il faut faire. OK. Euh, je vais poser une autre question. Tu as dit que tu avais côtoyé des gars comme exemple Crawford, non pas lui, non. Price, Fleury, puis c'est qui l'autre? Crawford. OK. Comment est-ce que tu as aimé cette rencontre avec ces gens-là? Moi, j'ai toujours adoré parce que surtout, tu sais, Corey Crawford, c'est quelqu'un qui vient de Chateauguay aussi. Fait qu'on s'est connus dans plusieurs tryouts, on s'est connus dans des écoles de hockey Mhm. parce qu'on vient de la même ville. Donc, c'est toujours le fun de voir Corey quand que j'étais avec lui, puis on pouvait être capable parfois surtout quand c'était moi et Corey Crawford, il y avait quelques personnes de Châteauguay qui venaient à la pratique à Candiac juste pour être capable d'écœurer nous deux. Donc, c'était quand même assez plaisant d'avoir ces gars-là une fois de temps en temps. OK. Pour ma prochaine question, tu as dit que tu avais reçu, ça fait, non, ma bad, c'est pas ça que je veux dire. Comment est-ce que genre, depuis quand t'es gardien? Tu as dit que tu étais de 2022, right? Ouais, Gardien environ d'urgence. 2022. C'est 2022 ou 2023 que j'ai commencé. Je pense que 2023, je me suis habillé pour les Panthers. Mhm. 2022, c'est l'année où est-ce que j'ai commencé à faire des parties. Est-ce que avant ce moment-là, tu jouais, disons, au hockey dans d'autres ligues, exemple, exemple dans la Ligue des 3L, des Seigneurs de Bellechasse, exemple, ou quelque chose comme ça? Non, moi j'étais vraiment à cause de la nature de l'horaire policier, je fais beaucoup trop de fins de semaine pour rentrer dans les ligues seniors, élites ou Mhm. les choses comme ça. Donc moi je me tiens à des ligues de garage de plus des policiers pompiers, parce que c'est généralement tous des gars qui sont dans ma situation, que selon l'horaire, on ne peut pas vraiment aller dans des équipes seniors, même s'il y en a quelques-uns de ces équipes-là qui jouent dans nos ligues parce que c'est possible des fois selon les horaires. Mais non, moi, j'ai toujours resté dans ces ligues-là et gardant des pratiques l'été avec euh, parfois des gars du junior majeur, parfois c'est des pratiques avec des gars professionnels. J'essaie de plus garder mon niveau de hockey quand même Mhm. assez élevé pour être capable de faire la job au fond. Là. Ouais. Tu as dit que tu ne pouvais pas les fins de semaine pour entrer en l'élite. Est-ce que tu as un autre genre d'une autre job, disons, pour Ben, le c'est à cause temps? que dans la vie de tous les jours, je suis policier à Ah, Montréal. ok, Donc, ok. parfois, avec les besoins d'horaire, il n'y a pas de possibilité de prendre des congés. Puis aussi, Mhm. c'est ça, c'est plus une question de perception. Là. J'ai jamais vraiment eu cette pression-là, cette pression-là de mes collègues de travail. Mais je me vois mal prendre d'avance toutes les fins de semaine pendant l'hiver de congés, puis de pas vraiment laisser la chance à personne d'autre d'avoir des congés sous prétexte que moi je joue au hockey. Tu sais, ton rêve de jouer au hockey dans la Ligue senior est aussi valide que le parent qui veut une fin de semaine de congé
qui est sur ton équipe, là, puis ce gars-là qui veut une fin de semaine de congé pour voir sa fille ou faire de quoi avec sa famille, c'est autant valide que toi. Fait que c'est pour ça que je pense pas que moi, mes valeurs me disent que je ne pouvais pas me commettre à une équipe de hockey régulier qui joue dans le senior de fin de semaine. OK. Pour ma prochaine question, comment était ta relation avec le staff, coach des gardiens et DG? Quand j'étais jeune ou Non, mais durant tes années de gardien d'urgence. oui, ben mes années comme gardien de but, ça a tout le temps été. J'ai toujours essayé de pousser mes connaissances, donc j'essaie toujours d'apprendre le maximum de styles. Mhm. J'ai souvent eu, par contre, plusieurs parce que tout dépendant, là, parce que des fois, tu vas dans les écoles de hockey, ils te rappellent quelque chose, puis après ça, quand tu arrives dans ton équipe régulier dans le mineur, ben, tu as un coach de gardien de but que c'est pas exactement clair c'est quoi sa formation, là. Puis ça, je parle de quand c'était dans mon temps, j'ai aucune idée comment ça se passe maintenant. Mais surtout, moi, quand on retourne, quand j'ai commencé à garder les buts, on parle justement comme en 94, des choses comme ça. Le style papillon, c'était pas encore vraiment enseigné à tout le monde. Donc, dans ce temps-là, moi, j'étais le seul qui faisait des arrêts, ben le seul, entre autres, là. On est tous jeunes, on essaye tous de corriger Patrick Roy, mais les coachs de gardien de but, Mhm. quand on arrivait dans le mineur, nous demandaient de faire des arrêts debout avec nos patins. Puis moi, j'avais la tête dure, puis je continuais à faire ce que je voulais. Donc, j'ai souvent clashé avec plusieurs coachs, malheureusement. Ah, ouais. Surtout quand tu es petit, Ben, puis tu te mets à terre, ils vont tous penser que c'est ça le problème. euh, maintenant, je vais te poser la question différente, avec la même, mais pas avec le coaching staff, mais plus avec les joueurs de hockey qui sont dans le champ avec toi. Comment était ta relation avec eux? Hum, Ça a tout le temps été quand même assez bien. Tu sais, j'étais sans être moi, je comprenais que tout le monde avait des rôles dans la chambre. Puis des fois, quand tu as certains rôles qui sont attitrés, ben, tu gardes ce rôle-là, puis tu bouscules pas c'est quoi la dynamique de la chambre. Mais j'ai toujours été capable, surtout dans le coin qu'on vient, dans le Surroi, ben, Mhm. la chambre est souvent un peu divisée, tout dépendant, parce que tu as les Anglais, tu as les francophones, tu as les Amérindiens de Kanawaki qui sont avec nous autres, tous mélangés. Fait que des fois, ça peut faire la possibilité d'avoir 3 clics. Fait que moi, je trouvais tout le temps ça important d'être capable d'au moins parler avec toute la gang, puis d'essayer d'être capable, quand même capable de faire une équipe toute en gang, en allant parler à tout le monde. Fait que c'est pour ça que je pense que sans être le gars le plus populaire, j'étais quand même le gars qui était capable d'aller parler à tout le groupe, puis à Mhm. pas vraiment faire de problème dans l'équipe en parlant à tout le monde. Ok. C'est good, ça, au moins. T'es pas un faiseur de trouble, mais tu sais comment socialiser avec les gens. Puis je pense que ça peut faire du bien aussi à l'équipe, des fois, de savoir qu'ils peuvent se socialiser avec un joueur de leur chambre dedans. Ouais, ouais, puis surtout dans le temps, tu sais, je pense que j'étais très facile à taquiner aussi parce que surtout par l'attitude que j'avais quand j'étais jeune, fait que j'ai toujours été capable de prendre les Mhm. taquineries de mon équipe, j'étais capable d'en Mhm. relancer une fois de temps en temps, là, mais j'ai jamais rien pris de trop personnel dans ces affaires-là parce que faut que tu comprennes la dynamique au hockey, là. OK. Ben, écoute, c'est good, ça. On va passer à la prochaine question. Tu as dit que tu avais déjà été le gardien d'urgence pour la Floride. Comment a été ton parcours un peu? Ça, c'était vraiment surréel pour moi parce que c'était la première fois que je mettais un chandail de la Ligue nationale. Pour vrai, Mhm. c'était la première fois que j'avais été appelé à descendre en bas, à mettre mon équipement. Puis à cause que la blessure à Bobrovski est arrivée en début de première période. Donc, il y avait quand même une pas pire possibilité qu'il y ait une autre blessure aussi, là, quand tu as encore 3 périodes à faire. Donc, c'est pour ça que c'était comme un des moments où c'est que j'ai réalisé que tu es en train de t'habiller puis tu es en train de réaliser à quel point c'est fou ce que tu es sur le point de faire. Puis tu peux peut-être te questionner à quel point tu veux aller le faire. Puis moi, j'étais juste content de me dire que j'étais prêt à embarquer sur la glace à ce point-là parce que c'était vraiment incroyable parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'être, parce que je n'étais pas supposé d'être dans la chambre des joueurs parce qu'il y a des règlements de syndicat de la Ligue nationale que ça te prend un contrat de Ligue nationale signé pour être dans les chambres. Puis moi, j'aurais juste signé un contrat si j'embarquais sur la glace. Donc, je n'étais pas censé être dans la chambre des Panthers de la Floride, mais Mathieu Tkachuk et Rato Goudas, ils ont refusé que je reste hors la chambre, fait qu'ils m'ont tiré dans la chambre. Fait que juste d'être retourné dans une chambre de hockey avec un Mhm. coach de la Ligue nationale qui est en train de faire un speech pour faire ses plans et les choses comme ça, c'était vraiment quelque chose que
j'étais vraiment content d'avoir vu parce que ça me remettait dans le bain de quelque chose qui me manquait un peu au fond, là, OK. des choses de hockey. Ben, écoute, c'est good. Au moins, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey en matière quelqu'un qui avait de la passion pour toi. Mais c'est quoi cette loi de syndicat? C'est plus dans pas le syndicat, là, mais c'est, ben, indirectement, ça l'est, là, mais c'est dans la convention collective. Il y a tous des petits règlements quand est-ce que tu signes le contrat ou qu'est-ce que ça te prend pour avoir accès à telle ou telle place. C'est juste pour, Mhm. ils veulent pas que, par règlement de la Ligue nationale, ils veulent pas que n'importe qui puisse commencer à rentrer dans la chambre de hockey avec les joueurs. Tu sais, ça prend des vraies raisons d'être là. Donc, c'est une des raisons que ça prend un contrat de la Ligue nationale pour être dans une chambre de hockey de la Ligue nationale en tant que telle, là. OK. Euh, Fait qu'on va passer à la prochaine question. Comment décris-tu ton style de gardien? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a resté un petit peu au courant de les nouvelles tendances et j'ai toujours été quand même, j'allais chercher plusieurs écoles de hockey parfois pour essayer Mhm. d'acheter des cordes à mon arc. Fait que je pense que plus jeune, on appelait ça le style papillon. Après ça, ça s'est métamorphosé j'ai utilisé le style papillon mélangé avec le demi-écart. Donc, ça, c'est un petit peu le mélange de papillon avec le style de Ed Belfour, Félix Potvin. C'était plus un positionnement pour couvrir la glace. Puis par après, je pense que c'est juste moi, je pense personnellement que les termes de style en tant que gardien de but, c'est vraiment quelque chose qu'on peut arrêter d'utiliser parce que le tout est un peu plus mélangé. Tout le monde va faire des arrêts papillons. Ce qui va mélanger, c'est à quel point que ton style va être athlétique. Donc, si tu veux comparer un Montembeault versus Dobesch, qui est un petit peu plus athlétique des fois, qui va se lancer. Donc, je Mhm. pense que c'est vraiment les deux genres de styles qu'il va falloir que tu donnes à quel point que tu as besoin d'athlétisme ou si tu es plus un gardien de but qui va couvrir tes angles. Parce que sinon, la base reste pareille dans les deux situations. OK. J'ai vu sur ton profil Facebook que tu faisais de la lutte. Oui. Depuis quand tu es fan de lutte, toi? Encore une fois, depuis que j'étais jeune, parce que la lutte, ça passait à la fin de semaine. Puis quand j'ai commencé à écouter la télévision, je me rappelle très bien qu'on voyait Hulk Hogan à la télévision. Puis c'est Mhm. sûr et certain que quand t'es jeune, puis tu vois Hulk Hogan à la télévision, t'es captivé parce que c'est comme un super-héros qui est vraiment vivant. Donc, c'est à partir de là que mon intérêt pour la lutte a vraiment Mhm. commencé, là. Puis c'est toujours resté. Puis vu que, comme que je disais, j'étais toujours un petit format, ça m'est jamais passé dans la tête que je pouvais être lutteur. Mais à la fin de ma puberté, mais vraiment plus tard, puis avec vraiment plus d'entraînement, j'ai fini par être là, je suis 6 pieds 1 puis là, j'avais réalisé par moi-même, j'étais à ce moment-là, quand j'ai pris de la décision de m'entraîner pour la Mhm. lutte, j'étais rendu à 220 livres, puis j'avais regardé les statistiques des gars de la WWE, puis je suis comme, Colin, je suis à peu près le même poids que ce gars-là. Ah, ben, je suis à peu près le même Mhm. poids que ce gars-là. Fait que je me dis, pourquoi pas, je pourrais essayer. Puis par pure chance, le gym où est-ce que je m'entraînais, il aidait à organiser un gala de lutte. Et ils ont juste décidé d'aller visiter l'école de lutte. Puis ils m'ont demandé si je voulais venir. Fait que j'ai dit oui. Puis ce soir-là, je me suis présenté à la Torture Chamber avec Drew Onyx comme coach. Puis j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, il y a juste une cloche qui m'a sonné en dedans. Elle me disait, hey, t'es capable de faire ça, toi, t'es assez athlétique pour faire ça. Fait que je me dis, pourquoi je le ferais pas? Mhm. Puis j'ai juste décidé de plonger là-dedans aussi. J'ai dit, why not, à 30 ans, je commencerai pas à faire de la lutte. Et j'ai fait un an d'entraînement, puis après ça, je commençais à faire mes premiers matchs. Je me suis appelé Caden Rose pendant un méchant bout. Puis j'ai vraiment pu triper et vivre l'expérience d'être un lutteur. C'est sûr, Mhm. c'est pas à autant grosse échelle que la WWE, mais Non. c'est quand même vivre un peu les ligues extrêmement mineures que tout le monde a passé à travers en général, parce que Hulk Hogan aussi a commencé à quelque part. Fait que c'est toutes des choses comme ça, de juste Mhm. expérimenter, puis après ça, de comprendre le monde de la lutte en tant que tel, c'était quelque chose que Mhm. j'ai vraiment, d'être de l'autre côté du rideau, c'est vraiment le fun de pouvoir le faire, puis le vivre, puis essayer de respecter les traditions de ça aussi. Ben écoute, l'expérience n'est pas à l'échelle autant que la WWE, certes, mais tu vis un peu la façon qu'ils doivent soit rester dans leur personnage,
doit rester dans le script. Donc, j'imagine que tu avais sûrement un script quand tu étais dans les coulisses. J'imagine que tu devais respecter, j'imagine. Le Tu sais, respecter en même temps de. c'est tellement c'est un monde différent aussi parce que, tu sais, tout le monde a un personnage quand Mhm. on part les rideaux. Donc, c'est là que faut que tu comprennes qu'il faut que tu respectes le fait que ben du monde vont vivre très séparés du personnage. Tu sais, une personne mais complètement différent quand ils passent le personnage de l'autre côté. Puis c'est ça qui est fascinant de voir à quel point des fois tu peux regarder du monde qui ont un personnage incroyable dans la lutte. Puis après ça, tes voix direct quand ils traversent le backstage, ils deviennent un gars normal qui viennent te demander où est-ce que tu veux prendre une poutine après le show après. Là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment drôle de voir à quel point tous les lutteurs ont une capacité de passer de l'un à l'autre en 2 secondes. Tu as dit que tu faisais des galas. Ouais. J'avais une question. Est-ce que dans tes premiers pas, dans tes premiers matchs, je veux dire, est-ce que tu gagnais souvent, tu perdais souvent? C'était comment ton calibre? Ben, mon premier combat, il se trouve sur YouTube aussi d'ailleurs. Ah, ok. C'était contre mon propre coach. Puis c'était pour un match de qualification pour un championnat déjà là où ben je me battais contre mon coach qui était champion canadien par équipe. Donc c'était déjà quand même un gros honneur de commencer. Puis c'était pas n'importe quoi, j'étais dans le main event. Ah, en Donc, plus, ok. c'était vraiment quelque chose de vivre cette Ouais. affaire-là, vivre tout le stress de sortir. Puis, je suis encore content de voir que je peux retourner dans le temps puis écouter mon premier match de lutte. Puis, je me dis, hey, j'ai pas l'air fou. Parce que des fois, tu sais, puis c'est sans méchanceté parce que c'est totalement normal là, à tes tout débuts d'avoir des petites erreurs, ce qu'on peut appeler des botches ou des choses comme ça. Mais moi, Mhm. je regarde mon premier match, puis à part que je me trouve personnellement un peu trop robotique, mais le match, l'histoire, comment ça s'est passé, il n'y a pas eu d'erreur. Euh, C'était Ok. tellement plaisant de faire ce match-là, puis réaliser à quel point que tes actions dans le ring pouvaient donner une réaction directe avec la foule. Puis c'était vraiment quelque chose Mhm. qui était plaisant, puis en plus c'était moi le méchant. Puis tu sais, Ok. après avoir été fan de Hulk Hogan, ben j'avais commencé j'aimais bien Rick Rude, j'aimais bien n'importe quel heel dans le temps, surtout dans le Attitude Era. J'avais tout le temps tendance à compter pour les heels. J'étais Mhm. probablement le seul gars à Montréal qui souhaitait que Shawn Michaels gagne, puis qui était content que Shawn Michaels avait gagné. Donc, ça a tout le temps été quelque chose en dedans de moi que je me suis dit, ouais, si je fais de la lutte, je veux être un méchant. Je veux pas être un gentil, je veux être un méchant. Est-ce qu'actuellement présent, tu fais encore de la lutte? Non, j'ai pris ma retraite de la lutte, au fond, à peu près en 2022 aussi, là, à peu près, peut-être même 2021, là, à la fin de la pandémie. J'avais recommencé un Mhm. petit peu entre les arrêts de la pandémie. Puis quand que le dernier Noël où est-ce ils avaient arrêté pour un mois encore, j'ai juste décidé de pas revenir après. Puis presque en même temps, j'ai commencé à être appelé pour devenir le gardien de but d'urgence. Fait que, à partir de ce moment-là, je me suis un peu dit, genre, c'est peut-être un signe qu'il était temps que je parte de la lutte puis je retourne au hockey pour avoir cette opportunité-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, don't look back, puis on continue par en avant. Ben écoute, au moins que t'es quitté la lutte, c'est une perte, mais t'as une autre gagné, t'as une autre win, disons, on peut dire. Exactement. Moi, j'ai jamais tendance à rester trop attaché à essayer de tout faire. Des fois, je suis très confortable à changer un peu mes activités ou mes passions, mes choses comme ça. Tu sais, je vais continuer à jouer au hockey tant que ça va m'apporter du plaisir. Puis la journée que j'aurai plus de plaisir à jouer au hockey, ben j'ai vraiment l'impression que ça va me faire aucune tristesse de juste laisser ça de côté puis de peut-être passer à une autre passion que je vais avoir plus tard. Je sais pas ça va être quoi, mais Ok. Est-ce que cette lutte était à Montréal? oui. La plupart du temps, j'étais basé à Montréal. Sinon, j'avais tendance à aller à Mhm. Thetford Mines souvent pour le Victory Ring, une fédération qui roule encore en ce moment même. Je pense qu'ils sont rendus à. Ils sont. Là, j'ai oublié la place où est-ce qu'ils sont rendus, mais ils se sont rapprochés un peu plus de Thetford Mines. Puis, j'ai sûr que je vais me faire taper ses doigts parce que je me rappelle pas du nom, là, mais ils ont changé d'endroit. Mais c'est une des places que j'appréciais beaucoup aller. Là. C'est quoi l'endroit? Ben moi, quand j'y allais, c'était à Thetford Mines.
Et eux autres, ils avaient décidé que c'est la première fois qu'une foule avait décidé d'un surnom pour moi. J'étais plus exactement Caden Rose, j'étais Monsieur Hello Kitty parce que j'avais un kit de lutteur qui était fait rose et noir, puis il y avait des écritures en blanc. Puis quand je Mhm. l'ai fait, le but était de faire réagir les gens parce que n'importe quel gars qui porte du rose en général, surtout des affaires comme ça, ben ça peut faire clasher certaines personnes. Donc, c'était juste pour l'idée absurde. Puis eux, ils ont couru avec, puis ils ont commencé à m'appeler Monsieur Hello Kitty. Puis j'étais rendu à faire des t-shirts Hello Kitty, puis des choses comme ça. Donc, j'avais vraiment eu du plaisir. Puis il y avait même un match où est-ce qu'il y a un fan qui s'était déguisé en Hello Kitty qui était dans la foule pour me narguer. Puis je me suis vraiment dit, bon, ben, tu sais, c'est peut-être à petite échelle, mais j'ai réussi à faire de quoi quand même que quelqu'un a décidé de se prendre un costume de Hello Kitty juste pour me narguer. Fait que ça, c'était peut-être le compliment le plus touchant que j'ai eu dans la lutte. Mais disons que si c'était pour te marquer, disons que le bonne mentalité là-dedans, c'est que tu fais parfaitement ton rôle de méchant à ce moment-là. Exact. Exact. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis souvent dans la lutte, le monde va vous dire que les méchants, si vous sauriez c'est qui ces personnes-là, vraiment, c'est probablement les personnes les plus gentilles en général parce que quand tu y penses, notre rôle en tant que méchant, c'est de vraiment essayer de faire reluire puis de faire paraître les gentils comme étant des super-héros. Fait que des fois, quand on est capable Mhm. d'être tu sais, parce que quand on achète des figurines, on achète Batman, mais on va toujours acheter le Joker aussi pour que Batman soit capable de battre l'autre. Mhm. Puis moi, mon but, c'était de me rendre, c'est si je suis capable de créer un Batman pour que le monde soit capable d'acheter un Joker qui était moi, ben c'est quelque chose que je voulais essayer de créer parce que c'est toujours quelque chose qui fonctionne avec un peu tout le monde. Question comme ça a été quoi ton moment le plus, disons, marquant dans la lutte? Ben, c'est sûr que c'est quand j'ai gagné mon premier championnat, quand même, je suis devenu le champion canadien par équipe pour la première Mhm. fois. Puis je pense que ça faisait 3 mois que j'avais commencé à lutter. Puis, tu sais, généralement les titres, c'est vraiment souvent donné aux personnes qui ont coulé leur boss ou qui ont une garantie qu'ils vont être capables de, si on met cette face-là sur un poster, ça va faire attirer des gens. Souvent, c'est ça le but des championnats dans la lutte. C'est vraiment ton champion, ce que tu veux, c'est la personne que tu vas mettre sur le gros poster qui va dire hey, viens voir ce gars-là. Puis le monde va dire ouais, je vais aller voir ce gars-là ou wesh, j'y déteste la face, je veux aller le voir perdre. Fait c'est souvent ça qui va Mhm. t'aider à aller chercher des championnats, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment touchant de l'avoir à 3 mois seulement d'expérience. C'était surtout basé sur le fait que moi, mon partenaire, j'ai eu la chance en tant que, justement, en étant en équipe, j'avais un gars qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, qui était matché avec moi. Donc, je sais que c'est totalement à cause de lui que j'ai eu cette chance-là rapidement parce que on a travaillé très fort les deux ensemble pour essayer de créer une chimie. Puis quand ça a fonctionné, ben, on a juste eu plus d'opportunités, mais c'était tout à cause de lui. Fait que, tu sais, Wes Dawson va toujours être indirectement mon propre héros. Puis les deux, ce qui est drôle, c'est qu'on a le même âge, puis c'est mon héros dans la lutte, mais ce gars-là, il a quand même pris un risque de. Parce qu'il lui, il avait une carrière en solo, là, tout seul. Puis il s'est fait offrir d'être en équipe avec une recrue. C'est pas quelque chose que tout le monde qui est en solo déciderait de faire rapidement comme Mhm. ça. Fait que lui, il l'a fait, puis j'ai toujours respecté tout ce qu'il m'a donné, ce gars-là. Là. Est-ce que cette lutte était français ou anglais? Ben, tout dépend. Nous, on s'ajustait selon la poule parce que mon partenaire était anglophone. Moi, je suis francophone et anglophone. Puis tout dépendant, c'est toujours. Faut que tu t'ajustes à la foule que tu as à ce moment-là Mhm. devant toi. À Thetford Mines, c'était plus souvent moi qui parlais parce que moi, je parle français puis c'est plus facile pour moi. Mais lui, il avait tellement de plaisir à parler avec son accent anglais puis à dire des mots qu'il ne comprenait pas exactement. Puis des fois, c'était moi qui écrivais des mots comme vraiment trop intelligents qu'est-ce que lui devrait dire. Puis je disais comme massacre le mot, ça te dérange pas. Puis c'était vraiment des choses comme ça qu'on était capable de créer une dynamique avec moi puis lui, qu'on était capable de se faire haïr par la foule tellement facilement. Hein. Fait que, on a Mhm. plusieurs matchs où est-ce que ça va être en français, des fois tout à coup on va juste parler en anglais, ben c'est juste parce que la foule des fois est anglophone dans des shows, fait qu'il faut que tu parles en anglais pour cette foule-là. OK. Ben écoute, c'est vraiment, j'ai remarqué beaucoup parce que moi aussi j'écoute la WWE dernièrement. Ben j'écoute ça depuis jeune, depuis peut-être 2015-2016. L'un, si je dis pas des conneries, l'un de mes meilleurs
partie de la WWE que j'ai apprécié regarder entre 2016 et 2019. Mais c'est sûr que j'ai compris la plupart des méchants, disons, quand ils font quelque chose de méchant pour nous autres, là, on se demande est-ce qu'ils ont honte de faire ça. Est-ce qu'ils devraient avoir honte? Est-ce qu'ils devraient s'excuser? Mais eux, quand ils rentrent dans le backstory, ils regardent leur boss, si on dit ça. Ils regardent en souriant, puis ils disent, yeah, j'ai fait ma job. Exactement. Parce que ton boss te demande que, au fond, tu sais, en ce moment même dans WWE, c'est peu importe c'est qui que tu mets contre Cody Rhodes en ce moment même. Mhm. Ben, le but, c'est il faut que tu motives le monde à aller voir le match de Cody Rhodes, puis que tu aies l'air, puis il faut que tu sois capable de surélever Cody Rhodes pour que le monde ait envie de encore plus encourager Cody Rhodes pour qu'il achète plus de billets. Mhm. Fait que c'est vraiment ça un peu ta job de méchants. Puis des fois, des méchants sont bâtis juste par des méchants. Des gentils sont bâtis juste par la qualité du méchant qu'ils ont réussi à vaincre des fois. Donc, ça, c'est toutes c'est toutes des petites choses qui se passent en arrière avec le style de booking en tant que tel. Là. Ça, c'est plus du Mhm. talk de backstage, mais ouais, c'est des choses que j'ai toujours adoré être le méchant pour être capable de donner la chance à quelqu'un d'attirer plus de fans. C'était mon petit dada. Est-ce que tu as déjà été gentil ou pas? À la fin de ma carrière à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'avais commencé à prendre un virage où est-ce que j'étais gentil parce que justement là-bas, euh, vu que je prenais exemple sur mon partenaire de lutte, puis j'avais appris quand même assez rapidement à écouter la foule puis à répondre. Puis ça faisait que de plus en plus le monde m'aimait à Saint-Jean-sur-Richelieu, Mhm. puis c'est quand que le boss a dit Pat, on va te mettre un gentil ici. Je pense que tu es quasiment obligé de devenir un gentil. Puis c'était c'était le fun de voir comment j'ai pu faire juste des petits ajustements avec mon personnage pour que je devienne vu comme un gentil dans une autre fédération de lutte. Quand que tout ce que j'ai fait partout, j'ai toujours été un méchant, mais tout ce que je fais, c'est juste les traits de personnalité que je décide de highlighter Mhm. dans ces affaires-là. Ben, c'est là que je vais aller jouer un petit peu avec mon personnage. OK. Est-ce que tu as déjà eu un championnat solo? Oui, techniquement, je suis encore champion, champion dans une fédération. Je suis encore le champion triple couronne de la NCW. Je pense que je dois être rendu à 2200, 2300 jours champion. C'est parce qu'au fond, j'étais champion avant la pandémie. Puis pendant la pandémie, ils ont juste retiré le titre. Ah, OK. Fait que, Mais la lutte est toujours active, là. oui, oui, la NCW continue, c'est juste qu'ils n'ont jamais réactivé le championnat de triple couronne. Donc, techniquement, je suis encore le champion de cette ceinture-là. As-tu la ceinture chez toi en ce moment? Non, 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 j'ai été remettre la OK. ceinture à la NCW. Là. Ça, c'était justement ça. J'ai été lui remettre en disant ouais, ben, je vais retirer la ceinture. J'ai fait comme ben oui, je comprends, tu sais. C'est Mhm. totalement ton droit, c'est ta fédération. Là. OK. Je voulais te demander aussi une autre question sur la lutte. Euh, comment est-ce que tu as créé ta chimie avec ton partenaire? Euh, Au fond, mon partenaire, ça a été au tout début, c'était un peu mon guide dans la lutte. Puis c'est devenu un de mes Mhm. meilleurs amis qui était présent à mon mariage. Tu sais, c'est un Ah, gars qu'on OK. a toujours eu du fun. On a toujours été capable de. Tu sais, c'était le genre de personne que j'avais hâte d'aller le voir quand j'allais lutter. Puis je pense que c'était la même chose que lui parce qu'on était capable de niaiser un peu dans en arrière du rideau puis d'avoir du fun en attente. Mhm. Puis souvent quand on filmait nos promos, juste la dynamique qu'on avait, moi et lui, c'était tout le temps un peu le fun parce que c'était lui qui était verbomoteur. Puis moi, je faisais juste réagir à ce qu'il disait, puis c'était une dynamique un peu parfaite parce que moi, j'avais moins besoin de dire, de rien dire à la caméra, j'avais juste à réagir à ce que ce gars-là est en train de dire. OK. Quelle est la raison principale qu'on t'a mis en équipe? Euh, Purement pour essayer de guider au tout début. Puis ça, c'est des choses que quand tu es en équipe, ben c'est plus facile de prendre son temps pour apprendre parce qu'il y a toujours une portion du match que tu vas regarder un match de lutte directement. Donc, Mhm. tu as le temps de commencer à comprendre un peu plus comment bâtir ton match, comment agir dans un match. C'est un peu plus facile de rentrer comme lutteur en équipe que lutteur en solo. Puis, tu sais, comme que je dis, je vais toujours être très heureux d'avoir commencé par équipe
parce que je pense que ça m'a aidé à être encore plus solide quand que j'ai décidé de commencer à prendre des matchs solo par la suite. OK. Prochaine question que je vais te poser. Ça va être cette fois sur le hockey. Quel a été ton moment le plus marquant depuis que tu es gardien urgent? Ben, urgent, on peut dire. Ben, c'est vraiment quand j'ai été appelé pendant les séries les éliminatoires, Ah, puis OK. d'avoir vu un chandail du Canadien de Montréal avec mon nom écrit en arrière, ça a été vraiment les émotions les plus fortes dans ma vie. Parce que personnellement, je m'étais jamais permis de m'acheter un chandail du Canadien de Montréal avec mon nom à l'arrière. Parce que je m'étais convaincu quand j'étais jeune que la seule raison pourquoi j'aurais l'honneur de porter le chandail du Canadien de Montréal, puis avec mon nom à l'arrière, c'est juste si ça m'est donné, puis je l'ai mérité. Puis, Mhm. tu sais, indirectement, je l'ai mérité, ce chandail-là. Puis, c'est vraiment mon moment où est-ce que j'ai vraiment eu les émotions les plus fortes en tant que gardien de but Mhm. d'urgence. Puis en plus, comme on a vu sa photo Facebook, tu l'as encadré, ce chandail? Exactement. Ce chandail-là, il a été porté une fois, puis il va pas être reporté par après. Ah non. Euh, est-ce que tu m'as-tu répondu si tu étais encore gardien d'urgence en ce moment? J'avais pas Oh, répondu encore, mais je suis encore le gardien de but d'urgence cette année. Au ok. fond, les règlements changent l'année prochaine, donc je pense pas que je vais me qualifier. Mais de toute façon, je serais rendu à 40 ans, fait que j'avais personnellement l'intention de prendre ma retraite de gardien de but d'urgence à Ok. 40 ans. Tu sais, c'est pas méchant, mais à un moment donné, faut savoir quand dire c'est assez. Je pensais que Mhm. 40 ans, c'était assez pour dire enough. Ouais. Ben, 40 ans, c'est un petit peu l'âge moyen que les joueurs de hockey prennent leur retraite, un peu, si je me trompe pas. Exact. Fait que t'es pas trop bas, mais t'es pas trop non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste le milieu. Puis si tu sens que, peut-être pas forcément à cause que ton corps lâche, mais si t'as Ah, juste, mais ben, pas le lâche, là, mais c'est juste que t'as plus la force de le faire à un moment donné, si c'est juste non, là. non, c'est ça. Mais tu sais, mon corps tient encore très bien. Là, tu sais, cette année, Hein? je pratique Ok, souvent avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, je ok. suis encore capable de compétitionner contre des jeunes du junior majeur. Donc, le corps tient encore super bien. C'est juste que je veux pas continuer à tenir à quelque chose jusqu'à temps que je vois ma dégringolade. Je veux rester dessus pendant que je sais que j'ai confiance que je sais que je peux être le top en ce moment même. Mhm. Euh, L'année prochaine, tu as dit que les règles changent. Là, il y a une nouvelle convention collective, il me semble. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette convention? Ben, moi, je pense que c'est toujours dans leur droit de faire ces choses-là. Puis c'est même positif parce que ça va peut-être créer un poste pour justement des jeunes qui finissent leur temps universitaire puis ils n'ont pas encore assez d'expérience ou ils n'ont pas été vus assez pour se faire donner une chance pour jouer professionnel à quelque part. Fait que ça va peut-être donner la chance à des gardiens de but dans ce genre-là ou à la fin de junior majeur, même situation, ça va peut-être donner de la chance à ces personnes-là d'avoir un salaire qui va être respectable puis de pouvoir quand même continuer à avoir une certaine position dans un club puis de peut-être avoir des chances par la suite de compétitionner. Donc, OK. moi, je pense que c'est une très bonne idée. Puis, tu sais, d'où les gardiens de but vont venir, je sais aucunement. Là, ça, c'est juste ma théorie personnelle sur le cas de comment que je Mhm. déciderais si tu me donnes les rênes en tant que Kent Hughes, me dire qui nommerais-tu pour te remplacer comme gardien de but d'urgence. J'aurais tendance à te répondre. On va regarder un gardien de but qui sort du junior majeur ou de l'universitaire qui ne s'est pas vraiment trouvé de place à rien, mais qui serait peut-être intéressé à donner une place ou donner une chance dans ton Mhm. organisation. Peut-être que ça serait une perle rare. Mhm. Question comme ça sur la NHL. Écoute, tu t'es mis en situation, mettons mise en situation, OK? Tu es en ce moment, on est en 2024, il y a des blessures et tout. Et là, on t'appelle en début de saison, puis on dit est-ce que tu serais prêt à devenir gardien numéro 2 du Canadien? Est-ce que tu penses que tu aurais le calibre pour le faire? Ben là, si ça me serait offert comme ça, oui. Moi, je vais toujours dire oui directement. Là. Je vais pas donne-moi le challenge, puis je vais voir si je suis capable de le faire. Puis si je fais pas la job, ben ça sera ma faute. Mais ça, c'est pas vrai que si je me fais offrir une situation de même, je refuserais. Là. Non, c'est sûr que j'accepte, puis je plonge, puis je te dirais que si ça m'est Mhm. offert, c'est à cause qu'ils pensent que j'aurais pu faire la job. Donc, je suis qui moi pour les mettre en doute. Donc, c'est pour Mhm. ça que si ça t'est offert, go for it.
OK. Maintenant, question sur la lutte. Qui est ton lutteur préféré de la WWE présentement? Ça reste encore Randy Orton. Ah ouais. J'avais toujours bien apprécié beaucoup Randy Orton quand il était arrivé, puis il va toujours rester mon préféré, mais sinon, j'aime bien regarder des fois Finn Balor ou Mhm. souvent, je te dirais, pour le temps qui restait, c'était AJ Styles en ce moment même. J'avais souvent tendance Ouais. à aller regarder ses matchs qu'il faisait au Japon. Puis souvent, tu sais, tu deviens fan un peu de certains gars quand que tu fais des études pour créer ton personnage ou pour aller chercher certains mouvements ou des choses comme ça. Quand tu vas regarder des mouvements que ça fait longtemps que ces gars-là n'ont pas fait, que tu pourrais peut-être aller chercher puis d'ajouter à ton arc ou voir des façons, des psychologies de match que tu n'avais pas pensé de comment tu pourrais bâtir un Mhm. match en tant que gentil et méchant. Puis AJ Styles a été gentil et méchant dans sa carrière. Ouais. Finn Balor a été la même chose. Fait que c'est pour ça que j'aimais ça regarder comment que ces personnes-là pouvaient passer de gentil à méchant facilement. Fait que j'essayais d'aller regarder, étudier leur tendance. Mhm. Euh, Puis, tu sais, Randy Orton en tant que tel, j'ai vécu tous ces petits switches où est-ce qu'il a été, puis des fois de comment il est capable de rester intéressant en changeant un petit peu ses tendances en tant que méchant et en tant que gentil aussi. Donc, c'est vraiment les gars que j'aime vraiment plus regarder parce que j'avais l'impression que je pouvais utiliser ces gars-là puis que je pouvais pousser ma connaissance de la lutte avec eux. Ouais. Et si on parle beaucoup d'arrivées, de débuts dans la WWE, il y en a des exceptions, mais la plupart des lutteurs qui ont commencé, ils ont commencé souvent heel. La question que je poserais, la première question que je poserais à Paul Lévesque, ça serait vraiment, quelle est cette pensée-là de les faire directement méchants? Quelle est ta Euh, théorie? Ma théorie, c'est, comme je te dis, c'est purement parce que c'est plus facile de connecter un peu avec une base de fans qui te connaît pas. Puis là, je sais que c'est bizarre à dire parce que des fois, tu te dis, c'est des gars qui étaient à NXT, on devrait les connaître. Il y a déjà des fans qui les connaissent, mais les fans de NXT sont pas tous dans les arénas quand ils vont un peu partout au monde. Puis il faut que le monde réalise que oui, il y a des réalités de ce que le monde écoute seulement à la télévision, mais il y a aussi des réalités qu'il y a du monde, des fans, des jeunes, des enfants qui n'ont pas tout le temps de regarder la WWE. Fait qu'eux, ils vont au match quand que ça va dans leur ville. Donc, Mhm. si tu commences quelqu'un qui essaie de sortir et qui est un gentil, souvent, tu vas avoir presque aucune réaction quand tu vas sortir euh, des rideaux parce que le monde va dire OK, pourquoi que je devrais t'applaudir? C'est étrange un peu comme situation. Mais si tu présentes la personne aussi jeune qu'elle est, que tu la fais attaquer Cody Rhodes, ben là, le monde va avoir Mhm. tendance à dire, ceux qui n'ont pas suivi toute la lutte auparavant vont dire, je ne sais pas c'est qui, mais j'espère que Cody Rhodes lui pète la gueule. Et c'est de même que ça simplifie un peu plus ton OK. entrée en scène en tant que telle. OK. Pour ma prochaine question, à qui que te comparais-tu dans la Ligue nationale de hockey? C'est ton style de jeu en tant que gardien. Sur mon style de jeu en ce moment même. Euh, Je pense que je serais plus dans le genre de Dobesh, je te dirais. OK. Fait que j'ai tendance à faire plusieurs arrêts de technique, mais j'ai beaucoup de facilité aussi à lancer mon corps un peu partout en désespoir si je suis pris hors position, des choses comme ça, là. Donc, c'est Mhm. vraiment... j'ai un style un peu plus athlétique tout en étant quand même assez de base, quand même assez... j'essaie de jouer plus un style plus calme en général que le monde appellerait papillon. Mhm. Mais dernièrement, tu sais, t'as encore le gardien d'urgence du Canadien de Montréal. Mais dernièrement, si c'est rare qu'on appelle gardien d'urgence, tu sais. En série, quand Montembeau il était blessé, est-ce qu'on t'a appelé? Ben, c'est parce qu'au fond, en série, normalement, les gardiens de but d'urgence sont pas nécessaires au match parce que toutes les équipes ont trois gardiens de but avec les Dark Aces. Puis généralement, ils ont déjà voyagé avec ou ils sont déjà sur place ou des choses comme ça. Ok. Puis moi, je suis pas dans les secrets des yeux de pourquoi que l'appel s'est rendu à moi. Mais je me suis fait dire que Caden Primo était pas disponible, donc il voulait que je vienne
sauver les meubles si jamais dans le cas de blessure. Puis c'est sûr que quand tu as ce téléphone-là, même si tu es chez toi en tant que fan, ben tu te lèves et tu y vas. Là. Tu vas pas. Tu veux pas les laisser continuer à chercher puis pas trouver. Là. Tu veux qu'il y ait une solution rapide, puis c'est là que tu te dis bon ben let's go. Surtout que toi, dans ta carrière, ils ont beaucoup de confiance en toi. Donc, tu sais, ils te prennent en tant que gardien d'urgence. D'après moi, c'est une confiance qu'ils ont envers toi. Et tu veux certainement pas les décevoir sur cette confiance-là. Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que moi j'ai une fierté d'être disponible pour eux autres, puis je vais continuer à avoir une fierté d'être toujours disponible, puis toujours euh, je veux toujours être là pour les aider, peu importe c'est quoi la façon que je peux. Là. Écoute, et comme on dit, c'est que, écoute, euh, exemple, peut-être si tu avais refusé, mettons, pas fini encore, là, mais si, mettons, on aurait un problème sur les gardiens, peut-être que finalement, c'est quand ils vont appeler le téléphone, là, ils vont mettre ton numéro, puis on se rappelle ce que tu avais l'impression que tu vas faire. Non, un autre. On va faire un autre. C'est peut-être ça qui peut arriver dans les cas principes. Exactement. C'est vraiment le genre de position que c'est pas le temps de commencer, c'est vraiment le temps de dire, tu sais, t'as signé, j'ai pas signé de contrat, mais en acceptant cette affaire-là, tu as comme signé un contrat indirect avec l'équipe qui dit il faut que tu sois là en urgence pour l'équipe. Peu importe c'est quoi la situation. Fait que, let's go. Ben, écoute, moi, j'ai ma dernière question que je vais te poser. Quels seraient tes premiers conseils pour les jeunes lutteurs qui veulent commencer à lutter dans les fédérations de lutte québécoises ou peu importe? Le meilleur conseil que je peux donner à toutes ces personnes-là, c'est de faire une recherche, puis d'aller dans une école de lutte. Euh, peu importe c'est quoi que le monde alentour de toi dit. La lutte, c'est dangereux. La lutte, tu dois avoir une formation pour parce que tu dois absolument apprendre à tomber et à protéger ton cou. Parce que tu mets ta vie dans les mains des fois d'étrangers, puis il y a des mouvements qui pourraient te paralyser en tant que tel. C'est une réalité qui existe. Puis c'est pour ça que je dis toujours au monde, allez vous entraîner dans une bonne école. Si je peux en recommander une, la Torture Chamber Pro Wrestling Dojo, c'est elle qui m'a formé. C'est elle qui a aidé à former Kevin Owens quand il a décidé de donner un dernier camp d'entraînement avant de se rendre à la WWE. Quand il était rendu plus vieux, là, c'est pas lui qui a enseigné, mais c'est lui qui a aidé Kevin Owens avec un camp d'entraînement et Kevin Owens a souvent recommandé les enseignements de Drew Onyx auparavant. Donc, moi, je le recommanderais, mais tu as plein d'autres écoles, vous avez plein d'autres raisons, puis des fois, c'est pas tout le monde qui peut venir à Montréal, donc recherchez la réputation de votre école, puis surtout, assurez-vous qu'ils vont vous apprendre à bumper, puis ils vont vous apprendre à protéger votre cou, parce que c'est la chose la plus importante dans la lutte. Puis je le répète encore, là, mais tu mets ta vie dans les mains d'un étranger des fois. Puis si tu n'as pas la bonne formation d'être capable de te protéger, c'est là qu'il y a des accidents qui arrivent, puis des fois, il y a des carrières qui sont coupées. Tu as du monde qui ont été lutteurs pendant 3-4 ans, ils ont eu une blessure au cou, puis ils vont plus jamais pouvoir faire de la lutte. Fait que t'es toujours à une bonne de finir ta carrière. Fait que assure-toi d'être capable de prendre les impacts avant de dire je vais devenir un lutteur. Ben, écoute, c'est beau conseil que tu donnes, puis c'est vrai, parce que tu te parles de Kevin Owens qui a fait son camp d'entraînement, mais en ce moment, il est en blessure, puis il est toujours pas revenu. Puis il y a tout le temps des gens qui vont dire, par exemple, que tu as là, je vais te dire des noms parce que je suis pas certain, je n'ai pas fait de recherche, mais si quelqu'un va venir te voir, CM Punk n'a jamais été dans une école de lutte, puis il est rendu dans la WWE, puis la réponse est oui, il y a des talents extrêmes, puis oui, il y a toujours des situations où est-ce que c'est pas impossible que si tu n'es pas entraîné, tu réussisses à te rendre là. Mais si tu veux mettre les chances de ton côté, fais-je regarder d'un autre côté d'œil combien d'autres lutteurs qui se sont rendus dans la ligue, dans les autres fédérations. Il y en a beaucoup plus qui se rendent dans les grosses fédérations qui ont été entraînés dans des écoles de lutte auparavant. Fait que les personnes qui n'ont pas été entraînées classiquement à la lutte, il y en a un par 10 ans, puis tandis que le nombre de nouveaux lutteurs que vous avez dans le WWE à chaque année, c'est peut-être une bonne dizaine, puis ils ont tous passé par une école de lutte auparavant. Donc, allez dans une école de lutte. OK. Les conseils de Patrick qui nous conseille sur la lutte. Fait qu'écoutez, là, dans une école en très niveau. Et même si vous n'êtes pas
disons, en séance d'entraînement, essayez de continuer, disons, à vous entraîner au gym, à vous seul, pour garder une bonne forme physique. Fait que, pour moi, les questions, j'en ai plus. Est-ce que tu as des questions pour moi? Non, j'ai pas vraiment de questions pour toi, mais aussi, tu sais, t'as touché à l'entraînement physique, puis ça, c'est l'entraînement physique, faut que tu le fasses aussi par toi-même, sur ton temps. Mhm. Puis c'est des choses qu'il va falloir que tu aies une certaine responsabilité en tant que tel si tu veux devenir lutteur ou même si tu veux jouer au hockey ou être gardien de but d'urgence, ben moi malheureusement, je m'entraîne presque à chaque jour, 6 fois semaine, puis je fais toujours un 20 minutes de cardio intense, plus je me prends des sessions avec un coach de gardien de but, plus Mhm. des fois j'embarque sur la glace avec l'Armada pour garder la forme. Je m'assure que la forme physique va pas être un, un point d'interrogation si j'ai embarqué sur la patinoire de la Ligue OK. nationale. Puis c'est vraiment quelque chose que tout le monde pourrait, si vous aspirez à des situations comme moi, ben, essayez d'enlever le plus de points d'interrogation que vous avez. Si vous êtes capable de contrôler votre nutrition puis votre entraînement, faites-le parce que c'est juste plus de cordes à votre arc, plus de sécurité pour être capable de vous dire, ouais, je suis capable de faire la job. Merci, Patrick, pour ces conseils et merci encore pour avoir accepté mon invitation. C'était un honneur de te recevoir. Fait qu'écoute, Ben, on merci se à dit toi. ciao. Ouais. Fait qu'on se dit ciao, puis on se reparle un jour. Ciao, à la prochaine, on se reparle. Yes. Patrick Chevrefils qui vient de nous, on vient de recevoir justement cet homme. Il nous a parlé de son parcours dans la lutte, il nous a parlé de son parcours dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers un peu aussi. Donc, écoute, intéressant comme gardien d'urgence. Et écoute, on se revoit pour le podcast dimanche pour notre huitième épisode avec un gardien de but encore une fois, Dimitri Bédard. Donc on l'aura dimanche, je pense, à 19h si je ne me trompe pas. Je vais vérifier de toute façon sur ma page Facebook. Tout va être renvoyé, tout va être envoyé, toutes les informations sont là, la date et l'heure. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. On se dit bientôt pour la fin. Ciao. Wow.